Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers conférenciers. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. On remercie également M. Boileau de nous accueillir dans ses locaux. Alors, Série Montréal, c'est une priorité pour le plan d'action du Service du développement économique de la Ville de Montréal. Donc, c'est effectivement une initiative qui met en relation les gens des entreprises et les chercheurs, que vous êtes ici tous et gens d'entreprise également, pour pouvoir travailler sur des thématiques transversales. Donc, des thèmes identifiés qui sont mis en commun pour pouvoir trouver des initiatives, des projets, en faire émerger des nouvelles choses, évidemment, mais surtout être au service du développement économique de la métropole dans son ensemble. C'est effectivement une initiative du maire de Montréal, mais également de l'administration municipale, pour pouvoir s'assurer que des événements comme ceux-ci aient lieu pour justement favoriser ce type de développement économique. Maintenant, le mandat, évidemment, est de décloisonner, mais de faire en sorte que chacun d'entre vous qui avez, évidemment, beaucoup de connaissances, qui avez vos entreprises également, puisse être mis en relation, donc décloisonner un peu les secteurs d'activité pour pouvoir faire en sorte qu'on crée des maillages qui sont au bénéfice de projets et qu'on puisse voir des partenariats d'affaires se développer, des nouveaux projets en émergence également voir le jour. Bon, on pense à toutes sortes d'initiatives qui, par des relations d'affaires, puissent prendre vie. Et évidemment, produire, en fait, avoir un effet sur la productivité, la compétitivité au niveau de l'économie de la métropole. Ce soir, la première édition de l'année 2017, parce qu'il y en a plusieurs dans une année, mais la première de 2017 s'articule autour du thème de l'énergie chimique clé de la transformation. Alors, je vous regarde, là, plusieurs d'entre vous, là, avec ce thème-là, ça vous parle, ça vous dit toutes sortes de choses, des données, probablement des théories qui vous viennent en tête ou encore tout plein d'idées. Pour moi, qui connais un peu moins le sujet, j'ai l'intention d'en apprendre un peu plus avec vous ce soir, parce que ce soir, vous êtes 200 personnes ici autour de cette activité-ci, qui proviennent en fait de 19 secteurs d'activité différents. Alors, tous en lien, évidemment, avec l'expertise recherchée aujourd'hui. Donc, on retrouve ici des experts en électrochimie, en biomasse, en ressources renouvelables, du lithium, du dépistage ou encore du métabolisme des êtres vivants et plus encore. Quand on parle de transversalité, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on veut dire, hein, de mettre ensemble les gens autour de ces thèmes. Alors, vous êtes ici invités, tout spécialement pour pouvoir échanger avec vos collègues. Donc, on souhaite évidemment ce soir, pour rendre profitable la soirée le 5 à 9, comme mentionné dans la vidéo, que vous ayez des échanges ensemble, que vous leur profitez du réseautage. D'abord, que vous écoutiez avec attention les conférenciers qui ont des sujets très intéressants à vous présenter. Et par la suite, profitez aussi des occasions pour faire des partenariats. Alors, profitez des lieux qui sont destinés à faire des liens d'affaires. J'aimerais vous dire que Série Montréal, c'est évidemment la Ville et ses partenaires qui organisent cet événement. Et les partenaires sont, en fait, je vais vous les nommer, évidemment, puisque c'est un projet collaboratif. Donc, il y a l'École polytechnique, l'École de technologie supérieure, l'ETS, l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université de McGill, l'Université Concordia, le Fonds de recherche du Québec avec M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, la Société de valorisation Univalor, ainsi que nos deux collaborateurs, donc le SAT, évidemment, M. Boileau, que je mentionnais, et également PME Montréal Centres, qui est le représentant de l'ensemble du réseau des PME, donc les 6 PME qui se retrouvent sur le territoire de Montréal. J'aimerais également faire un remerciement tout spécial à l'équipe de mon service qui travaille très, très fort à l'organisation de l'ensemble de cette activité. Donc, je vais commencer avec Toki, puis je le mets en diminutif puisque c'est un très long nom. Il y a également Mohamed Charadi. Il y a de PME Centre-Est, Mérinéchou, qui nous accompagne aussi dans l'organisation. Il y a Véronique Gerland et France Jobin, qui travaillent très fort à l'organisation de l'événement. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez-en. C'est vraiment ce qu'on veut en termes de développement économique pour la métropole, qu'il y ait des liens forts au niveau des gens, des chercheurs, des entreprises. On veut mettre en relation les talents sur notre territoire, démontrer notre savoir-faire et notre expertise pour que, justement, la métropole puisse aller encore beaucoup plus loin. Alors, on compte sur vous pour y arriver. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Madame Doucet. C'est maintenant ce moment fort attendu, celui des présentations de nos conférenciers. Je vous rappelle le fonctionnement. Nos 5 conférenciers auront chacun 5 à 7 minutes pour vous présenter leur objet de recherche, c'est-à-dire à leur choix 5 minutes pour la conférence et 2 minutes pour des questions du public ou 7 minutes seulement de présentation. À 7 minutes, on stoppe tout et c'est ensuite la prochaine conférence. La plupart ont choisi le 7 minutes. Je crois qu'il y a seulement 2 participants qui pensent peut-être avoir un petit peu de temps pour les questions, mais bien évidemment, rien ne vous empêche de leur poser des questions quand ils seront dans la salle un peu plus tard. Sans plus tarder, je vous présente M. Daniel Rousse. M. Rousse détient un PhD de l'Université McGill. Il est directeur du groupe de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique, le T3E. Il est directeur de la maîtrise en efficacité énergétique et énergie renouvelable à l'École de technologie supérieure, l'ETS. Aujourd'hui, il nous parle d'énergie. Je vais juste regarder. Elle nous dit pourquoi l'énergie? Eh bien, pour le meilleur et pour le pire, semble-t-il. On démarre? OK. J'ai 7 minutes, puis je vous fais 3 présentations. Alors, pourquoi l'énergie? Présentation du groupe T3E de l'ETS. Que vous aimiez ou non ma présentation, je vous invite à communiquer avec moi à la fin. Alors, pourquoi l'énergie? Eh bien, après 5 grandes extinctions qui ont décimé jusqu'à 90% des populations sur la Terre, après la révolution cognitive chez Sapiens, il y a environ 70 000 ans, puis la révolution agraire, il y a 12 000 ans, la révolution énergétique, c'est ce qui constitue. Pourquoi ça tourne, ça? C'est pas le fun pantoute? That's not good. Constitue, en fait, ce qui est à la fois le meilleur et le pire. Puis pour moi, c'est ça que je trouve le plus stimulant là-dedans. Alors, le chapitre 1, je vais vous parler du meilleur. Alors, je ne vous parle pas de ma recherche, n'ayez crainte. Quelle était donc la puissance dont disposait Louis XIV, le monarque le plus puissant du 17e siècle? Je pense que si j'attends un peu, ça va se faire automatique. Alors, Louis, le bon Louis, please. Je pense que la régie est loin un peu, puis ça ne se rend pas. C'est amazing, hein? Non, en anglais, ça ne marche pas plus. Pas dans votre direction? Bien, je pointe là-bas, puis c'est ce qu'on m'a dit de faire. Oh, gosh, OK, comme ça. OK. Bien, il y avait une voiture de 6 chevaux. Alors, et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je vais finir par y arriver, ça va marcher. Chaque personne de l'OCDE peut posséder une voiture qui fait 300 chevaux et davantage. De l'énergie, on en a une quantité absolument incroyable. Ici, ce que je vous présente, c'est la consommation mondiale de l'énergie en fonction du temps, à partir du Nazaréen, Jésus de Nazareth, jusqu'à aujourd'hui. Alors, si je continue, avant, il y avait Homo sapiens, aujourd'hui, il y a Homo energeticus. Homo energeticus, c'est nous, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre comme sapiens. D'ailleurs, il y a des gens, des anthropologues, qui disent qu'on est dans l'Anthropocène où les changements imposés à la Terre sont ceux qui sont créés par l'homme. Hey, ça a marché cette fois-là. Alors, en bref, une qualité de vie accrue pour une large part des individus, une espérance de vie inimaginable, un accroissement de la connaissance sans précédent sur la Terre. Ça double maintenant tous les 13 mois, ça doublait aux 100 ans. Une possibilité inédite de véhiculer informations, savoirs, ressources et secours. Un réseau d'échanges commerciaux fiables étendu partout. Et finalement, une puissance domestiquée qui permet d'asservir l'ensemble de la nature au désir de l'humanité. Ça marche. Le pire, c'est qu'on est avide, cupide et méchant. On a réussi à éradiquer environ 60 000 ans tous les autres homos qu'il y avait sur la Terre, dont quelques-uns sont présentés ici. C'est des photos de mes cousins. Le pire, c'est la sécurité énergétique des gens qui est menacée. Voyez l'Europe ici, avec environ 15 ans de pétrole et de gaz de réserve, ça va faire chavirer complètement l'échiquier énergétique de toute la Terre. Je vais vous donner en 1000 qu'avec 15 ans, ce n'est pas beaucoup, mais pour le monde, c'est guère mieux. On a 50 ans de réserve de pétrole, 50 ans de réserve de gaz et un peu plus pour s'étouffer avec le charbon. Maintenant, l'un des pires aspects de la vie, c'est que le bonheur, c'est l'accroissement du produit intérieur brut. On n'y échappe pas. Il n'y a pas un politicien qui ne nous promet pas ça. Mais malheureusement, comme vous le voyez sur le graphique qui est là, l'accroissement ou la variation du produit intérieur brut varie avec la consommation d'énergie parce que pour produire ce dont on a besoin, ou à peu près, on a besoin d'énergie, sauf pour le secteur tertiaire, puis même encore, les ordinateurs qu'on utilise consomment de l'énergie. Le pire, c'est les changements climatiques. Hein. Si vous consultez le Carbon Clock de Bloomberg, la semaine dernière, il y avait 408 parties par million de CO2 dans l'atmosphère et on voit que la variation a été
à peu près nul jusqu'à la révolution industrielle, la révolution énergétique. Tiens, ça marche. Alors, en bref, l'accroissement de la consommation mondiale de l'énergie, pensez-y, à chaque année, on en consomme davantage, puis la Terre, elle, ne grossit pas. La disparition prochaine de 85% de ce que l'on consomme, le pétrole, le gaz et le charbon, la croissance de l'économie est liée à celle de la consommation, c'est intrinsèquement lié, puis il n'y a personne qui veut attaquer ça, il n'y a personne qui est assez lucide pour faire face à la situation. Et finalement, comme le dit Normand Mousseau, mon collègue, « Allô, j'appelle la Terre. » Voilà, le manque de courage politique pour imposer ce qu'il faudrait pour atténuer le choc. Oh my God, I like that. Ça, c'était mon punch. Pour prévenir la 6e extinction, c'est Elizabeth Colbert qui a proposé ce système-là. Si vous lisez ce livre-là, La 6e extinction, vous allez être absolument convaincu qu'on est en plein dedans et que c'est aussi rapide que celle qui a mené à 90% de notre disparition. Quant à moi, je pense que toutes les actions qu'on pose pour contrer la dégradation de la planète, dont le développement durable, c'est assimilable à quelqu'un qui est assis sur une branche puis il se demande à quelle vitesse il va continuer à la scier. Chapitre 3. J'étais un gars optimiste quand même, puis je me dis, comme Anita Jones, que si tu vises la Lune puis tu rates ton coup, au moins tu te retrouves parmi les étoiles, puis c'est pour ça que j'ai choisi l'énergie et que j'arrête jamais de le choisir chaque jour. Alors ça, c'est mon beau PhD, mon beau profil de PhD, là. C'est pas ça dont je veux vous parler ce soir. J'ai aussi 77 clients industriels et institutionnels qui sont satisfaits des relations qu'il y a avec mon groupe. Alors tout à l'heure, je vais être au kiosque de l'ETS, venez me parler. Le dernier en liste, c'est le Cirque du Soleil. Vous voyez la tente bleue et jaune, qui est le baseline pour leur consommation énergétique. On a travaillé dans le spectacle de Lucia, dans le spectacle de Volta, et on leur sauve un petit 1 200 000 par année sur l'un, puis 850 000 sur l'autre. Si ça vous tente, qu'on vous aide en efficacité énergétique, venez nous voir, on est au kiosque de l'ETS. Alors, gracias por su atención, et puis, merdouille. J'aimerais ça aussi vous inviter à venir rencontrer mes collègues parce qu'on est plusieurs de l'ETS ici. Daniel Monfette, Lynn Woodward, il y a Pierre Bélanger et Timothée Falardeau qui sont ensemble et Michel Barrère et Daniel Pereira qui sont derrière à des kiosques. J'ai fini par passer à travers, alors bonne chance au prochain conférencier avec la souris. Vous avez même... Thank you for the opportunity to share my vision for how we can have a sustainable future that involves the combustion of metals, and yes, I'm saying metals, as recyclable fuel that allows us to generate power when and where we need it with absolutely no carbon dioxide emissions. All right, so we had a great introduction from Danielle there that was talking about the problems that are associated with our current energy system. And all of our energy right now, the vast majority comes from fossil fuels. And fossil fuels are great from an energy perspective because they hold a lot of energy per unit mass. That's what we call the specific energy. And a lot of energy per unit volume, which is what we call the energy density. And that's why they're so useful to us as a society. But the problem, of course, is that when we burn these fossil fuels, we release carbon dioxide as well as a host of other pollutants into the atmosphere. And this carbon dioxide is causing climate change. So we need to look for alternative solutions. What we'd like to think is that we could just simply recycle carbon from the atmosphere. And this is the key idea behind biofuels, where the plants grow, pulling atmospheric carbon dioxide during their growth cycle. But the problem is that we can't produce enough biofuel sustainably to meet our energy demands, which are huge, as Daniel alluded to. We also might think that we're smarter than nature and that we can just extract CO2 from the atmosphere and produce liquid fuels out of that. The key challenge there is that to produce 1 liter of fuel was going to take us the carbon out of 3 million liters of atmosphere. And there's a huge energy penalty to be paid for doing that process. And so what we'd really like to find is some type of alternative fuel solution that enables us to deliver energy where and when we need it without the loss of that material to the atmosphere, without emitting those combustion products to the atmosphere, so we can recycle that fuel over and over again and enable us to take whatever clean primary power generation. We have plenty of hydroelectricity in Quebec. We can increase our production of wind and solar and use those then and deliver it to where and when we need it for, say, remote communities, for heavy-duty transportation, but also to sell that excess clean energy across the world as part of a renewable energy commodity. And so when we're looking for this, we've talked a lot about the solutions of batteries and hydrogen, and these don't fit the bill. We do not have enough energy density in typical batteries in order to replace fossil fuels. So those work very well for our cellular phones, for our laptop computers, maybe for light-duty transportation vehicles, but for very heavy-duty applications or for international energy trade, those are not going to work.
We've also talked for a long time about the idea of the hydrogen economy. And hydrogen is a great fuel. It burns very well. We can react it in a fuel cell with very low pollutant emissions. And we can produce it using clean energy. But the problem is that hydrogen has a very low density, even as a cryogenic liquid. And while elemental hydrogen has an extremely high amount of energy per unit mass because it's a very light element, unfortunately, when we take into account the weight of the fuel system or the fuel tank, the energy density, the specific energy of that system is not so great. And so what our group is looking at is saying, well, if we look at the periodic table of the elements, what else is there? If we don't take hydrogen and we don't take carbon, what are the other fuel options? And so we've landed on the idea of using metals as a recyclable fuel. Metals have long been used as an energetic material inside of rocket propellants and inside of other energetic applications. For example, the space shuttle rocket boosters, the two rockets on the side of the space shuttle contain about 16% aluminum by mass. It's one of the main energetic components. And so we can burn these metals inside of flames. Here's some examples of flames that stabilize in our lab. If we make the particles very small, so about 3 microns to 10 microns, maybe even 100 microns in size, we can burn them inside of a flame. And in the case of aluminum, for instance, it's burning about 1,000 degrees hotter than the flame of methane or any other hydrocarbon fuel that we're used to. So there's a lot of energy here. And when we look at the energy density of the metals, because they're solids and they're quite energetic, it's extremely high, and they have reasonably good energy per unit mass as well. For instance, if we use lithium as a metal instead of a lithium-ion battery, the energy content is about 50 times higher. We can also react some of these metals with water and produce hydrogen and heat on demand where and when we need it. So instead of transporting hydrogen, we can create the hydrogen on demand. The way that happens is that metals will take the oxygen right off of water and release hydrogen as the combustion product. They want the oxygen even more than the hydrogen does. And so this is a picture from our lab of a set of images from a mixture of nanometric aluminum particles mixed with water, and that flame propagates down the tube. It produces hydrogen at over 3,000 degrees, and that type of system was used to launch a rocket called the Aluminum Ice rocket out of Purdue University, and our idea is to hook up that rocket to the front end of our engines and send that hydrogen into an engine to produce power or electricity. So our group is investigating the two main ways that we can extract energy out of metal fuels. The first is to directly burn them. In the combustion process, we produce heat. We can use that heat to produce energy in a coal-fired power plant retrofitted for use with metal fuels, for instance, or with advanced steam engines or Stirling engines. We can also react those metal fuels with water, producing hydrogen and on demand, and burning that inside of a diesel engine, a gas turbine engine, all the existing power systems that we've already developed, or fuel cells or other clean technologies that are currently under development. In both cases, the combustion product is a metal oxide, which is a solid, rather than carbon dioxide that's a gas that goes into the atmosphere, and that enables us to capture it and store it for recycling. So in both cases, we're going to capture those combustion products and circle it around. And so our vision for the metal fuel cycle is that where and when we have clean, sustainable energy, solar, wind, hydroelectricity here in Quebec, we use that to reprocess metal oxides, whether they're from the ore or the products of a reaction, into reactive metals. We can do that recycling process without any carbon dioxide emissions for some specific metals. Ship that metal internationally as a renewable energy commodity, use it where and when we want it for power generation, and have absolutely no carbon dioxide emissions at any point in the cycle, but still take advantage of all of this infrastructure that we've developed for fossil fuels. Thank you. Maintenant, nous allons rencontrer Michael Dolé, détenteur d'un PhD en sciences des matériaux, professeur en sciences, professeur agrégé au département de chimie à l'Université de Montréal, et ses recherches actuelles portent sur le développement des batteries lithium-ion. Le titre de sa présentation, « Le Québec va-t-il dépendre des fournisseurs étrangers de batteries? La batterie made in Québec est-elle un mythe ou peut-elle devenir réalité? » À vous la parole. Bonsoir, merci beaucoup. Michael Dolé, Université de Montréal. Donc d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Donc sur un sujet qui vise justement à développer la filière du lithium au niveau du Québec. Donc avant de commencer ma présentation, ce que je voudrais... je ne vais pas innover là-dessus. Ce que je voudrais présenter, c'est l'impact de la recherche qui a été menée au cours des 20 dernières années à l'Université de Montréal, puisque avant moi, j'ai pris la suite du laboratoire en 2013, et depuis les années 1980-1990, le laboratoire d'électrochimie était déjà en route à l'Université de Montréal. Comme vous voyez, il y a eu énormément de protection de brevets,
Et l'ensemble de ces brevets a donné la création de 2 entreprises ici au Québec, qui sont Fostech Lithium, donc qui est devenu depuis récemment Johnson Matthey Battery Materials, qui se trouve à Candiac. Et il y a également Blue Solution. Il y a Blue Solution qui est également localisé à Boucherville, qui fait des batteries lithium métal polymère. Et c'est une technologie qui est issue notamment de brevets qui ont été développés par Michel Gauthier et le professeur Michel Armand à l'Université de Montréal il y a 15-20 ans de cela. Donc nous, nos activités s'intègrent justement dans ce développement. On cherche à développer les prochaines générations des batteries lithium-ion et lithium-métal. Et je ne rentrerai pas trop dans le détail de ce qu'on fait au laboratoire. Si vous voulez le voir, on a une vitrine juste à l'extérieur où on pourra vous montrer des exemples de réalisations qui sont faites au laboratoire. Ce que je veux insister, c'est que notre intérêt, c'est d'aller de la production des minerais qu'on peut avoir au Québec jusqu'à l'utilisation et le diagnostic des batteries qu'on peut faire ici au Québec. Et 2 points importants qui sont considérés dans notre approche, c'est le coût et l'empreinte environnementale. Et c'est sur ce point que je veux insister ce soir. C'est que si on se renseigne exactement sur ce qui se passe dans les batteries, si vous voulez créer une batterie de 1 kWh, vous allez devoir utiliser 300 à 500 kWh d'énergie. Suivant l'endroit où vous avez produit ces batteries, ici vous voyez clairement pour 1 kW d'énergie utilisée, la quantité de CO2 qui est générée. Vous vous rendez compte que si vous faites cette production de batterie au Québec, vous allez générer 11 kg de CO2 pour pouvoir obtenir 1 kWh de batterie. Si vous la faites en Chine ou en Asie, où la majorité des systèmes sont développés, vous arrivez à 600 kg de CO2 qui sont générés pour 1 kWh de batterie. Donc maintenant, si vous regardez ce que ça représente, c'est que du départ, le véhicule électrique est beaucoup moins intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence. En fonction de où vous obtenez cette énergie, si c'est au Québec, ici, évidemment, on a très peu d'émissions de CO2 pour l'électricité. Si c'est en Europe, évidemment, avec les sources carbone et nucléaires, évidemment, vous générez beaucoup plus de CO2. Vous vous rendez compte que finalement, on a ce point de transition-là, où finalement, vous pouvez voir à partir de quand le véhicule électrique devient beaucoup plus intéressant que le véhicule à essence. Et si on se base sur les batteries qui sont faites aujourd'hui, pour pouvoir être intéressant, une batterie et un véhicule électrique doivent parcourir entre 50 et 100 000 km avant d'émettre moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule, évidemment, à essence. Donc, ce que je veux apporter ici, c'est que si on s'intéresse notamment à ce qui constitue une batterie lithium-ion, vous allez avoir une électrode positive qui est de fer phosphate, par exemple, qui est produit par Johnson Matthey ici au Québec. Vous avez du graphite qui est disponible au Québec. On a des réserves de titane. On utilise des feuillets de cuivre ou des feuillets d'aluminium, l'aluminium dont le Québec est si fier. Et finalement, vous allez trouver l'ensemble de ces matériaux au Québec. Si vous regardez à peu près où on peut trouver tous ces matériaux, vous allez trouver du lithium, du titane, du graphite. Et la majorité de ces minerais sont finalement extraits au Québec, mais envoyés finalement pour la transformation à l'étranger pour pouvoir nous revenir sous la forme de batteries lithium-ion qu'on achète chez Panasonic, chez LG ou chez d'autres fournisseurs. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est que si on s'intéresse notamment à 2 technologies, par exemple LiFePO4 et graphite, c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui pour alimenter les bus électriques en Chine. C'est également des systèmes de stockage, notamment stationnaires. C'est une technologie qui pourrait être développée facilement au Québec si on s'en donnait les moyens. Même chose pour des batteries de puissance, LFP LI4TI5O12. Donc on a actuellement un projet pour faire ce type de batterie avec des procédés beaucoup plus verts que ceux actuellement utilisés. Et à titre d'indication, ce type de technologie pourrait répondre au cahier des charges des batteries au plomb. Et si on s'intéresse à ce qui se passe ici, les batteries au plomb, c'est juste 40 milliards de dollars américains de marché en 2015. Donc je pense que même si le Québec arrive à s'attirer 5% de ce marché-là, ça serait déjà quelque chose de colossal. Donc les besoins au Québec, évidemment, on le sait, sont importants. Au moment où on parle d'électrification du véhicule, on en a besoin pour les bus électriques, on en parle à Québec et à Montréal. On en a besoin pour les véhicules récréatifs. Énormément de compagnies développent des véhicules récréatifs 100% électriques, mais également pour les véhicules de manutention. Donc, est-ce qu'on peut envisager la conception d'une batterie Made in Québec? Je ne peux pas vous dire actuellement. Évidemment, ça va dépendre des volontés de chacun pour mettre ça en place. Nous, c'est ce qu'on espère pouvoir développer, en tout cas au sein du laboratoire de recherche.
Je veux juste ici donner quelques orientations. Un des moyens pour pouvoir viser ces batteries made in Québec, évidemment, c'est de considérer des approches de nouveaux concepts de batteries. On travaille actuellement sur des systèmes complètement solides qui sont beaucoup plus sécuritaires. Mais il faut également essayer, par des programmes gouvernementaux, de faciliter les interactions avec notamment le domaine minier et les industries pour essayer de travailler sur cette transformation de la matière première, notamment tous les minerais de fer, de lithium, de titane, de phosphate, qui sont finalement les plus coûteux énergétiquement parlant. Faire des mines aux matériaux de batterie, c'est ce qui coûte le plus d'énergie et je pense que le Québec a quelque chose à offrir là-dessus. Et enfin, finalement, essayer de déjà favoriser ce qui est fait localement. On a des compagnies qui font des matériaux de batterie, on a des sociétés qui font déjà eux-mêmes leur technologie de batterie. Et je pense qu'il faut pouvoir pousser vers les matériaux et les systèmes qui sont locaux pour encourager cette économie et industrie émergente. Enfin, on peut pousser au-delà la réflexion, tout ce qui est recyclage. On l'a vu, 25% de l'énergie pourrait être sauvée si on développait des technologies de recyclage des batteries. Évidemment, c'est actuellement déjà en cours au niveau du Canada. Et on peut monter même ça au plus large au niveau des acteurs locaux, incluant les réelles possibilités, les attentes et les besoins, et comment l'université peut intégrer ce genre de réflexion pour aider à développer cette économie au niveau du Québec. Voilà, merci de votre attention. Our next speaker is Mehrdad Maoussian. He's co-founder and CTO at Carbicrete. He's an award-winning scholar at NSERC and FQRNT. And the title of his presentation, The Future of Concrete, Replacing Cement with Steel Slag. Hello, good afternoon. I'm Mehrdad Maoussian, co-founder and CTO of Carbicrete. During my PhD program in McGill University, I developed a technology which is now used in Carbicrete. So Carbicrete is a McGill spin-off which develops cement-free concrete. So let's start with the cement problem. So after water, concrete is the second most used material in the world. In average, 1% consumes 1 ton of concrete per year, which is huge. And traditionally, concrete is made of cement, aggregate, and water. And we know that cement production is a very dirty and energy-intensive process. Production of 1 ton of cement produces 1 ton of CO2 into atmosphere. So it is a very dirty material. So consider this amount of pollution. Cement production accounts for 5% of total CO2 emission into atmosphere. So just imagine one single material, cement, is responsible for 5% of total CO2 emission. What about steel slag? Steel slag is a byproduct of steelmaking factories. Every year, about 130 million tons of these materials is produced around the world. However, this byproduct material doesn't show any hydraulic properties or doesn't show any pozzolanic behavior. That's why its application in the construction industry is limited. In some cases, steel slag is used as aggregate in road, as base or basement actually. So the application for slag is limited. That's why most of the steel slag ends up into the landfill. So far, we understand what's the problem. The problem is with cement, with the CO2, and also with slag, which there is no application for it. So what's the solution? Carbicrete developed a technology to produce cement-free and concrete carbon-negative concrete. So in our technology, we do not use cement. Cement is replaced with steel slag, and we cure concrete with carbon dioxide instead of steam. The final product is stronger, more durable, and even cheaper compared to the traditional cement-based material. What we offer to the concrete producer, we offer them the process, the know-how, the material to produce high-quality and carbon-negative concrete. Over the past few years, it has been a huge pressure on the construction industry to reduce their carbon footprint. And we believe we can provide the feasible solution to produce carbon-negative materials.
And we foresee a huge market opportunity for this technology. What's the reason? First is the material cost. We can make cheaper material, cheaper product compared to the traditional process. So the final cost of product is less than the traditional product. The second one is carbon tax. Recently, the government of Canada has imposed a new regulation called carbon tax, which forces the industries and factories to pay tax for their CO2 emission. That's why these industries, they are interested in adopting our technology in order to reducing their emission and also their tax. And also, the government of Canada has promised a large infrastructure spending, and it promised to improve the sustainability across Canada. So combination of these two factors altogether suggests a promising future for this technology. If I want to wrap up the benefits of this technology, as I mentioned before, this technology ends up to the cheaper product compared to the traditional product. Consider one of these cinder blocks or masonry units, which is the focus of this presentation and this talk. So, adopting our technology, we can avoid 3 kilograms of CO2 into atmosphere. So, why this is 3 kilograms? Because every single cement-based product block consumes 2 kilograms of cement, which is equivalent of 2 kilograms of CO2. Since we eliminate use of cement, 2 kilograms is eliminated. And also in the process of making these blocks, we permanently capture CO2 by 1 kilogram. So in total, we can avoid emission of 3 kilograms of CO2 into atmosphere. The final product shows a better mechanical and durability properties compared to the conventional cement-based material. So in the next slide, I'm going to talk a bit about the properties. And that our technology provides a feasible way to permanently capture CO2. I mean, there are few carbon capture solutions which is available around the world. However, all of those are very expensive and almost they are not feasible to practice. This table shows some of the properties of our block and also cement-based block. So in conclusion, we can say that our block is stronger compared to the traditional block. So if I want to summarize what we do, we develop a technology to produce carbon negative and cement-free concrete. We do not use cement, we use byproduct of other industries, and also we use carbon dioxide to cure the concrete. So our products are stronger, durable, and also cheaper compared to the traditional cement-based block. And at this stage, we are looking for investors to build a pilot plan to show our technology and process to the customers. And in the next few months, we are going to hear about the International X-Prize competition, which is a $20 million competition. We are going to hear if who is going to be the winner of that competition. Thank you. Maintenant, nous avons Stéphane Labelle, qui est président de HE2 Solar. Stéphane Labelle a étudié en génie mécanique, sciences physiques et mathématiques. Il travaille maintenant en recherche et développement dans la désalinisation de l'eau et la concentration solaire. Le titre de sa présentation, Technologie de désalinisation par refroidissement créant un gain énergétique. La parole est à vous, Monsieur Labelle. Merci. Stéphane Labelle, EH2 Solar. Merci de me donner l'opportunité de présenter cette technologie. Oups. OK. Cette technologie... OK. Est-ce qu'on peut commencer par la vidéo, s'il vous plaît? Hi, my name is Stéphane Labelle, and I present you my daughter Maude. We both work for EH2 Solar here in Montreal, Quebec.
We're here today to present you a technology that solves two very important problems. The first one is that air conditioning systems are very inefficient because they use hot air to feed their cooling cycles. In the warmest regions of the world, air conditioning systems are very inefficient. In those same regions, water scarcity is at its highest level. But in these warm regions, deep sea water is really cold. So we use this cold water to feed our freeze desalination system, which produces an ice and water mix. The ice, while forming, rejects the salt naturally, and the ice becomes potable. We mix this ice with pre-desalinated water, and we can transport it into pipes as a liquid into distances of up to 1,000 kilometers, while losing only 5% of its cooling capacity. The ice-water mix is the best liquid known to man to transport and distribute cooling. Ce qu'il faut retenir de cette technologie-là, c'est que justement, le mélange aux glaces, c'est le meilleur liquide connu par l'homme pour transporter le refroidissement. On peut transporter le refroidissement sur des longues distances en perdant moins de 5% du refroidissement qu'on a entreposé dans le liquide en question. La glace, en se formant naturellement, devient de l'eau pure, donc on désalinise l'eau, mais en produisant un gain énergétique au lieu de consommer de l'énergie. On produit un gain énergétique tellement important que l'énergie qu'on fait sauver vaut plus que l'eau qu'on produit. On récupère le sel aussi en même temps. On peut transporter, grâce au mélange aux glaces, des centaines de mégawatts qui sont gaspillés actuellement par les centrales de regazéification de gaz naturel. Le gaz naturel est transporté en grande quantité à l'état liquide dans des gros bateaux-citernes, mais quand il est rendu dans les terminaux gaziers, il doit être regazéifié avant d'être introduit dans les pipelines. Puis à ce moment-là, il y a des centaines de mégawatts de refroidissement qui sont gaspillés actuellement. Donc, nous, avec cette technologie-là, on est capable de transporter le refroidissement, on récupère le sel en même temps. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir besoin de 10 fois moins d'eau de mer pour pouvoir regazéifier le même volume de gaz naturel parce qu'on transporte 10 fois plus de refroidissement par volume d'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à 600 mètres de profond, là où l'eau est le plus froid, il y a 95% moins d'oxygène, donc beaucoup moins de vie marine. On n'a pas besoin de rejeter le sel, le brine, la saumure dans la mer, donc moins d'impact environnemental. Puis comparativement aux technologies de désalinisation actuelles, on n'a pas besoin d'utiliser de produits chimiques, d'acide et tout. On est même capable de désaliniser puis de récupérer la saumure qui est générée par les technologies de désalinisation. On est capable d'augmenter même la quantité de regazéification qui va être faite dans une centrale de regazéification si elle utilise le même volume d'eau. On est capable de multiplier par 10 la regazéification. On va diminuer aussi le coût pour construire une station de regazéification parce que le coût des stations de pompage est quand même important, puis aussi faciliter l'obtention des permis. La valeur de l'énergie qu'on transporte avec le mélange aux glaces pour chaque mètre cube d'eau qu'on produit vaut 23 fois plus que la valeur de l'eau qu'on produit. À l'échelle planétaire, la consommation d'énergie pour la climatisation est prévue d'augmenter de 33 fois, 3300% d'augmentation. Puis ce qui est intéressant, c'est que le gaz naturel liquide, la consommation du gaz naturel liquide augmente environ 3 fois plus rapidement que la consommation du gaz naturel conventionnel. Ça, c'est sans tenir compte du fait qu'on s'attend à ce que nos technologies puissent avoir un impact positif à ce niveau-là. Donc, ça suit quand même la courbe d'augmentation du besoin en refroidissement qui est prévu. Ce qui est intéressant, c'est que pour produire le mélange aux glaces, on a besoin d'énergie électrique. Puis on a travaillé aussi avec l'Université Polytechnique parce que ces technologies-là ont été validées par l'Université Polytechnique. On a travaillé au développement d'un moteur qui tirerait avantage du refroidissement qui est généré par la gazéification du gaz naturel et de la chaleur qui est générée par la combustion.
Le gaz naturel étant déjà moins dispendieux que les carburants fossiles conventionnels, le fait de réussir à obtenir un niveau d'efficacité plus élevé va diminuer encore son coût d'une façon importante. C'est une technologie qui est idéale pour produire l'électricité naturellement parce que la plus grande partie de l'énergie des CO2 qui est générée par la production électrique. Mais aussi pour l'aviation parce que 50% du poids qui est transporté par un avion, c'est le carburant. Donc, si on est capable de diminuer de 3 fois le poids de carburant nécessaire pour faire le même travail dans un avion, ça aurait un impact vraiment important. Puis si on est capable de mélanger ce carburant-là avec de l'hydrogène liquide, on pourrait augmenter encore davantage l'efficacité. Au niveau de l'énergie solaire, on s'appelle le H2 Solar parce qu'on est passionné au niveau de l'énergie solaire. En général, les systèmes solaires utilisent seulement que 50% de la surface disponible. La technologie Fresnel linéaire que nous, qu'on utilise, tire avantage de tout. OK, on a fini. Vous êtes rendu à 7 minutes. Merci. Eh bien, je vous remercie, M. Labelle. Puis n'oubliez pas, je remercie nos conférenciers.